Bienvenue dans ce Torréfaction 228, toujours en live, puisque Fastkill continue de réparer son petit bras, mais ça se passe bien, comme je le disais en off juste avant, donc on reprendra certainement un rythme normal, on va dire, dans les 15 jours, on va se garder un petit peu de marche, ça va dépendre de comment se passe sa rééducation, et vu la taille de la conduite et le fait que la dernière fois, je pensais que je m'en tirerais autour de 40 minutes et que finalement le podcast faisait une bonne heure, je vais essayer d'aller relativement vite sur cet épisode, puisque il s'est passé plein de trucs côté jeux vidéo, mine de rien, et ça veut dire qu'on a quand même beaucoup de choses à traiter. Je m'aperçois en direct que le module Stream Deck que j'avais mis à jour et qui fonctionnait très bien hier et avant-hier ne refonctionne pas, donc les changements d'écran seront moins rapides, hein, mais vous allez voir, ça va bien se passer, on va se débrouiller. Et on va attaquer tout de suite donc avec la partie gaming, avec les choses qui sont passées samedi dernier. Samedi dernier, il y avait quoi? Il y avait Ubisoft Forward. Du coup, il y avait beaucoup de choses de présenter et relativement peu de choses de passionnantes. Loin de moi l'idée de dire du mal d'Ubisoft, hein, ils ont fait plein de trucs sur lesquels j'ai passé plein d'heures, ou sur lesquels je passe toujours beaucoup trop d'heures. Mais on est effectivement sur une flopée de jeux qui sont pas forcément des trucs qui m'intéressent extraordinairement, et puis surtout on attendait peut-être des news d'IP un peu plus anciennes qui ont été absolument pas abordées. Je vous ai linké dans le billet qui accompagne le podcast un récap au vitriol des copains de Factor News. Qui ont vraiment flingué, mais alors beaucoup d'annonces qui m'ont beaucoup fait rire. Et on a eu des choses passionnantes comme Skull and Bones, qu'on attend depuis... j'ai même plus les dates, les gars. Alors, comme vous le savez, moi, les jeux de bateaux, de pirates, tout ça, m'intéresse pas du tout. Si ça vous éclate, il y a énormément de vidéos à aller voir sur la news que je vous ai linkée, mais c'est surtout que dans cette présentation faite par Ubisoft, il y avait une présentation dans la présentation avec un tunnel de choses annoncées directement autour d'Assassin's Creed. Et ils vont rentabiliser la licence, hein. Ils l'avaient laissé de côté pendant un petit moment, mais je vous confirme que ça va revenir. Donc on a du Assassin's Creed à Bagdad qui s'appelle Mirage, qui va être normalement dévoilé, qui devrait sortir en 2023, mais on n'a pas vraiment de garantie que ça se passe, enfin que ça va sortir réellement en 2023. Et il y a eu plein d'annonces avec du Assassin's Creed Codename Jade. Il y a un truc qui s'appelle le Codename Raid. Il y en a un qui se déroule en Chine, il y en a un qui va se dérouler au Japon féodal. Il y en a qui vont être des jeux mobiles, il y en a qui seront des vrais jeux. C'est un bordel. Je vous dis, il y en a 4 qui ont été annoncés dans la foulée. Donc c'est un peu compliqué, et il y a un concept dans le tas qui s'appelle l'Assassin's Creed Infinity, qui est un concept qui est effectivement un peu nébuleux, qui est un sorte de hub qui permettrait de relier les différents épisodes. On n'a pas bien compris comment ça marche, la présentation était pas ouf. Donc écoutez, hein, on va leur laisser le temps de finir le travail, on verra bien ce qui se passe. Donc moi déjà j'ai pas réussi à finir les 2 derniers, donc je sais qu'il y a des fans, hein, il y a plein de gens sur Geekzone qui ont adoré ça. J'avoue que autant j'étais à fond sur le début de la licence et je me suis éclaté, autant depuis la mayonnaise un peu retombée pour moi, donc on verra bien ce que ça donne. Dans les autres présentations où j'étais vraiment à la bourre, il y avait les annonces Nintendo qui ont été faites, mais alors pareil, hein, c'était le 13 septembre. La chose à retenir, c'est qu'on a enfin une date et un nom d'ailleurs, parce qu'on ne l'avait pas, pour la suite de The Legend of Zelda, qui va s'appeler Tears of the Kingdom, qui sort le 12 mai 2023, et qui va faire racheter des Switch à certaines personnes, dont peut-être moi. Donc j'imagine que ça devrait être pas mal. On me dit que le son est un peu faible, non, j'ai l'impression que c'est le même que d'habitude, donc
Écoutez les amis, j'espère que ça ira bien, puisque je n'ai pas envie de refaire du montage, et de faire du montage en tout cas sur euh, Monsieur Faskill, qui a autre chose à faire. Il a des sacs de sable à soulever le garçon, hein, donc on ne va pas lui faire travailler ici. Non, dans le chat on me confirme que ça va, j'espère que dans les commentaires des gens ont différé, on me dira la même chose, et on va pouvoir continuer. Avec une news de mon jeu préféré des bêtas dont je ne peux pas parler, qui est le truc le plus pété du moment, qui s'appelle Exoprimal. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que ces jours-ci se passe le Tokyo Game Show, l'édition 2022. Exoprimal, j'en ai déjà parlé parce que c'est un jeu complètement pété de chez Capcom qui vous en fait essaye de faire son game as a service, et du coup ils ont sorti un univers un peu chelou où vous avez des personnages en armure super futuriste qui se battent contre des tonnes de dinosaures qui arrivent de failles spatio-temporelles. On ne sait pas trop comment, on ne sait pas pourquoi. Ça va certainement être expliqué dans un fabuleux scénario qu'on a vachement envie de voir, mais je vous confirme que ça va être un peu chelou. Alors j'étais sur la bêta fermée, du coup il y a du NDA machin, je n'ai pas le droit de vous en parler, mais il reste un peu de travail. Techniquement, en revanche, c'est assez surprenant, c'est vraiment pas mal. Donc je suis plutôt confiant, on va dire, pour la suite d'un point de vue technique. Après, niveau gameplay, etc., ça va être un petit peu plus compliqué. Il reste des choses à faire, mais vous allez pouvoir vous y frotter, puisque normalement, il y a des bêtas qui vont être annoncées très très bientôt. Vous pourrez aller tester la chose, mais alors, je vous confirme, il faut y aller avec un esprit ouvert, hein, parce que c'est un petit peu barré quand même, hein. Du coup, allez regarder ça, c'est un peu chelou, quoi. On va enchaîner direct avec la grosse annonce de chez Capcom, qui nous sort un Street Fighter 6. On le savait, hein, il y a déjà plein d'annonces qui ont été faites, plein de présentations, des vidéos, mais on a enfin le line-up complet du lancement, en tout cas, puisqu'ils vont certainement rajouter des personnages au fur et à mesure. Pour l'instant, il y a 18 persos d'annoncés pour ce Street Fighter 6, et on est un peu content, parce que ce Street Fighter 6, on est loin des errements de Street Fighter 5. On sent que là... bon bah voilà, hein, l'arcade c'est oublié, on est en train de préparer un vrai jeu pour les gens sur console, pour les gens sur PC, etc. Un truc vraiment moderne, et par contre on se fait plaisir avec l'historique de la série, et on récupère Chun-Li, Ryu, Ken, Blanka, Dalsim, Honda, Guile, tout le monde est de retour. Il y a des nouveaux évidemment, mais on sent qu'on est quand même là pour se faire plaisir. Donc je vous ai linké une petite news d'Eurogamer qui présente beaucoup de choses autour de ça. C'est assez convaincant pour l'instant. De toute façon, vraiment, toutes les vidéos qui sont sorties, c'est assez sexy. Et ils ont aussi annoncé et montré plus de choses autour du mode de jeu qui s'appelle le World Tour. Le World Tour, ça va être en fait une sorte de hub. Vous allez avoir votre personnage, vous allez pouvoir le personnaliser, vous allez pouvoir déclencher des compétitions avec les mecs autour. Alors, c'est pas un open world, hein, c'est vraiment du gros hub. Et vous allez pouvoir défier les mecs que vous croisez. Il y a plein d'activités qui vont être prévues là-dedans. Ils ont prévu plein de modes de jeu en fait pour ce Street Fighter 6. Et ça a l'air assez intéressant. Et la news qui va intéresser plein de monde, c'est que vous allez pouvoir bêta-tester tout ça normalement sur les différentes plateformes. Entre le 7 et le 10 octobre, les préinscriptions sont déjà ouvertes. Et elles sont ouvertes jusqu'au 30 septembre. Donc si vous voulez le faire, il ne va pas falloir vous rater. Je vous ai mis le lien sur la news qui accompagne le podcast, mais si vous faites une petite recherche sur les internets multimédia 2.0, vous allez trouver ça hyper facilement. Il y a, à mon avis, pas trop de problèmes. Derrière, encore plein de choses. On a une autre démo jouable que j'attendais pas du tout, d'ailleurs perso, je suis assez surpris qu'ils aient balancé ça. C'est Wulong qui tourne un petit peu partout, donc Wulong Fallen Dynasty, qui est en fait une sorte de Sekiro sauce Team Ninja Koei Tecmo, qui était dispo pour une dizaine de jours. En fait, on peut y jouer jusqu'au 26 septembre. Alors attention, parce que je crois que là, j'ai pas vu sur PC, c'est a priori dispo que sur PlayStation 5 et Xbox Series. Mais le résultat est plutôt sympa. On est sur un titre qui a l'air plutôt joli. Bon, bah voilà, hein, si vous avez roulé sur Sekiro, je ne pense pas que beaucoup de monde puisse se dire j'ai roulé sur Sekiro. Mais bon, bref, il faut un peu de skill quand même pour bien en profiter.
C'est effectivement un RPG action, donc on est vraiment pas dans une copie, mais voilà, Team Ninja a été trouver l'inspiration, on va pas se faire, on va pas se mentir, et je pense qu'il y a de quoi s'amuser si vous avez ces consoles et si vous avez pas de difficulté pour aller essayer tout ça. Ça sortira en revanche sur PS4, Xbox One et Steam début 2023, et pas uniquement sur l'Xbox Series et PS5, pas de stress. On enchaîne ensuite avec des news moins intéressantes, moins fun, avec Electronic Arts qui fait des choses rigolotes, des décisions comme on les aime, qui va rajouter donc un anti-cheat dans le kernel de Windows, exactement comme en fait Riot a fait pour Valorant. Alors pourquoi c'est pour compliquer la vie des gens qui font des cheats évidemment, mais ça saoule. Ça saoule pourquoi? Alors tous les gens qui pensent que oui on va hacker mon Windows si on peut hacker mon anti-cheat et tout. Non, on s'en fout les gars, c'est vraiment très 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 peu un problème ça. Ce qui est un souci, c'est d'avoir en fait à rebooter sa bécane à chaque fois que l'anti-cheat veut s'updater, puisque les choses qui tournent au niveau du kernel généralement nécessitent de redémarrer la machine quand vous faites des changements de version, quand vous voulez faire le changement de version en fait, puisqu'il prépare le changement de version, vous redémarrez, la nouvelle version est installée quand ça redémarre. Donc ça c'est vraiment super super pénible. À mon avis ça va saouler pas mal de monde. Ça arrive avec FIFA 2023 et ça devrait être intégré dans tous leurs prochains jeux. Voilà, donc je sais que ça va pas faire plaisir à beaucoup de monde, mais en même temps, les cheaters saoulent beaucoup de monde aussi. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas de bonne solution. C'est un peu la course en avant. J'espère que ça se passera plutôt pas mal, mais moi personnellement, je sais que même en termes d'expérience utilisateur, ça va agacer pas mal de monde. On enchaîne ensuite sur Tekken 8, parce qu'on a parlé de Street Fighter 6, mais les gens de chez Bandai Namco veulent pas voir le train de Street Fighter partir trop loin sans eux. Donc il y a Tekken 8 qui a été dévoilé. Tekken 8 avec un trailer que comme on le regarde comme ça, sans regarder les informations, on se dit mais c'est pas mal leur précalque, mais ça rend pas les coups. Alors en fait, c'est pas une précalque, c'est vraiment une séquence du jeu qui est tirée du mode story, qui a été filmée en 60 fps sur PlayStation 5. Et je vais pas la mettre pendant le live, là je suis en train de streamer, mais je vais épargner la frustration pour les gens qui vont écouter le podcast. Mais allez voir les choses sur le lien qui accompagne le podcast. C'est assez, voilà, ça fait le taf, c'est vraiment pas mal. Donc je pense que voilà, les fans de Tekken devraient être contents. J'espère qu'ils vont améliorer le gameplay aussi. Moi, je vous avoue que Tekken, ça fait longtemps que j'ai pas réussi à me remettre dedans, mais visuellement, en tout cas, là, ça envoie du pâté. Tout le monde est extrêmement musclé, il y a eu du taf sur les textures de veines et tout ça. Voilà, c'est Tekken, on change pas une équipe qui gagne. Mais en tout cas, le résultat est plutôt sexy. En parlant de trucs sexy, Uncharted Legacy of Thieves Collection arrive effectivement sur PC, les rumeurs étaient vraies. Ça sort le 18 octobre sur Steam et Epic Game Store. Les précos sont déjà ouvertes. C'est une excellente nouvelle pour les fans du genre qui se sont jamais acheté une PlayStation. Ne passez pas à côté si vous les avez jamais fait. Franchement, c'est une excellente série. Naughty Dog a vraiment fait du bon boulot sur ces jeux. Moi, je me suis toujours éclaté. En revanche, il y a un truc que j'ai pas vu passer. J'ai pas l'info. Donc, si vous savez sur le chat, c'est le moment de vous rendre utile. Je ne sais pas du tout si le multi va être porté aussi, ou si ils ont juste porté le mode story. Et pourquoi je me pose la question? Parce que le multi de Uncharted sur PlayStation, il cartonne toujours. C'est vraiment un mode qui est extrêmement joué. Enfin, en tout cas, chaque fois que j'ai voulu l'essayer, il y avait du monde, les parties se remplissent vite, etc. Donc, on va voir ce que ça donne. Techniquement, je pense qu'il n'y aura pas de souci, vu la qualité des portages qu'il y a eu récemment entre le PC et la PlayStation. Moi, je suis assez confiant. La bande-annonce est plutôt pas mal. Donc je pense que ça va être super intéressant. Si vous avez toujours bien aimé les jeux un petit peu d'aventure, action, ça sera pas mal. Et puis on va arrêter de râler peut-être sur les gunfights à la souris. Parce que je vous avoue que c'était pas, là, c'est pas le point fort du jeu. Il y a beaucoup de gens qui font oui, mais les gunfights, ils sont pourris dans Uncharted et tout. Alors, j'ai jamais été aussi violent là-dessus. Ça m'a jamais choqué. Et Dieu sait si je n'aime pas les gunfights au pad. Mais là, la souris, il faut voir si c'est pas trop simple, comment ça va être adapté, j'en ai aucune idée. On verra bien ce que ça va donner.
Donc je suis quand même relativement confiant. Et puis, du coup, ça veut dire que le reste de la série arrivera, sera plutôt une bonne nouvelle. Et toujours dans les portages PC qui font super plaisir, nous avons des nouvelles du côté de chez Sega. Alors, il y a plusieurs infos en une, en fait, chez Sega. Déjà, ils flinguent Yakuza. Donc, la série des Yakuza n'existe plus. C'est fini. Finito, les Yakuza. En fait, la série change de nom et ça s'appelle Like a Dragon maintenant. Alors, c'est une info qui est intéressante dans le sens où, en fait, ça s'est toujours appelé Like a Dragon au Japon. C'est la traduction américaine anglo-saxonne qui avait surfé sur le côté sexy dark et des Yakuza. On va faire un truc un peu marketing. Donc voilà, sauf que c'était pas la traduction, c'était pas la vraie traduction, donc ça dégage. Tout redevient Like a Dragon et ils ont annoncé une flopée de jeux et de spin-off, de titres en fait qui viennent de cet univers entre guillemets sur PC. Donc il y a Judgment et Lost Judgment qui sont disponibles sur PC là maintenant tout de suite. C'est des jeux dont le gameplay s'inspire largement de la série des Yakuza, qui s'appelle Like a Dragon, mais je vais dire Yakuza parce que ça va vachement plus vite, on va pas se faire chier. Du coup, c'est vraiment une bonne nouvelle dans la mesure où ça, c'est des jeux, il n'y a pas vraiment d'équivalent sur PC historiquement. En revanche, c'était vraiment des system sellers du côté de chez Sony, donc c'est quand même intéressant de les voir débarquer sur Steam. Il y a eu des problèmes de droit en plus parce que le personnage principal est modélisé sur la gueule d'un acteur japonais, ce qui n'a pas fait rire l'agence qui le gère et qui avait demandé beaucoup d'argent pour pouvoir l'utiliser. Et comme on le remodelait, c'était un peu la merde. Les mecs, ils ont bloqué la sortie du jeu tout bêtement. Mais voilà, donc ça sort. Le Judgment, ça date de 2021. Judgment, ça date de 2018. Et si vous aimez bien les jeux à la Yakuza, il faut y aller. Donc là, vous n'êtes plus à Yakuza, l'histoire a complètement changé. J'en avais parlé au moment de la sortie PlayStation, j'en avais parlé dans un vieux Torréfaction. Donc c'est plutôt une très très bonne nouvelle. Ce qui est moins une bonne nouvelle, c'est que ça reste des jeux qui sortent en version PC là maintenant, comme si c'était des AAA tout neufs. Donc oui, ce n'est pas donné, mais connaissant Sega, il va y avoir de la promo, donc si vous n'êtes pas pressé, vous n'êtes pas obligé de les acheter Day One, c'était pour vous dire que c'est dispo. Et ils ont annoncé une palanquée d'autres titres dans la série justement des Yakuza. On va avoir Like a Dragon 8, on va avoir Like a Dragon Ishin, qui est en fait une adaptation d'un jeu qui est sorti il y a un moment, mais là qui vont remasteriser, qui est en fait un spin-off époque samouraï qui se passe dans une version fiction de Kyoto en 1860. Donc on change complètement d'univers par rapport au Yakuza classique, mais on reste avec des persos et un mode de jeu connu en fait. Donc ça c'est plutôt rigolo. Et c'est surtout, ça n'avait jamais été adapté en Occident si je dis pas de bêtises, donc c'est une très très bonne nouvelle. On a un Like a Dragon Gaiden, avec un nom à rallonge que je vais même pas vous lire, qui en fait va conter les aventures de Kiryu, donc un des personnages principaux de la série, entre Yakuza 6... J'ai dérapé, entre Yakuza 6, c'est pas facile à dire, The Song of Life et Like a Dragon 8 qui va sortir. Donc en fait c'est un espèce d'épisode qui va faire la jonction entre un vieux et le prochain titre, ce qui est assez intéressant comme système. Donc ça va être assez intéressant. Alors on demande sur le chat quel style de jeu c'est en fait. C'est du RPG exploration avec une tonne de mini-jeux à l'intérieur. Et c'est un peu compliqué dans la mesure où en plus ils ont changé complètement le mode de jeu entre le dernier et ceux d'avant. Alors je m'explique, avant quand votre personnage rencontrait des groupes de méchants entre guillemets dans la rue, dans des bâtiments, au cours du scénario, etc. Il y avait une phase de beat'em up qui se déclenchait et ça se jouait un peu comme un jeu de baston, avec des stances, ton personnage devenait de plus en plus fort, etc. Et là ça a évolué dans le dernier épisode. On est passé dans une mode de RPG de Jap en fait, avec des pouvoirs qu'on déclenche, des jauges. On est dans un RPG à la Final Fantasy quoi. Et ça a été un changement qu'ils ont fait sur un coup de tête, presque sur une vanne. C'est assez marrant la façon dont ça s'est mis en place. Et le résultat plaît beaucoup à certaines personnes et déplaît beaucoup aussi à d'autres. Bon, j'ai pas vraiment d'avis sur la question, je trouve que l'univers est toujours aussi sympa. Donc maintenant c'est un peu effectivement ambiance Dragon Quest, mais je suis toujours assez fan de la série.
En revanche, ce qui est rigolo dans la série des Yakuza, c'est vraiment de pouvoir se balader dans des univers où voilà, on rentre dans un magasin, on rentre dans certaines... Il y a des mini-jeux qui vont se déclencher ou qui sont accessibles en fonction des endroits où on se balade dans la ville, et on peut perdre des heures là-dedans, mais vraiment des heures, c'est assez impressionnant. Moi j'aime beaucoup la série, après vraiment c'est assez clivant hein, le gameplay, je suis tout à fait conscient qu'il y a des gens qui kiffent pas. Moi, ça me fait délirer. L'univers est complètement pété. Il y a des tas de trucs dans tous les sens. Le scénario, c'est n'importe quoi. Moi, je suis vraiment méga fan de la série. Et elle marche très très bien. J'ai envie de dire, il y a une raison. Maintenant, évidemment, il n'y a pas de jeu universel. Mais là, pour le coup, il est assez sexy. Si vous en avez jamais fait, essayez les reboots là, qui viennent de sortir. Il y a eu pas mal de promos sur les Yakuza 0. Les anciens de la série en fait qui ont été remasterisés, réadaptés, etc. Peut-être ne pas commencer justement par le dernier mode RPG pur, peut-être essayer la version Beat'em All, je sais pas, peut-être que c'est plus simple d'accès, je me rends pas bien compte. Donc regardez sur Steam, vous avez toute la liste, il y a des promos en permanence, vous avez qu'à les mettre dans votre wishlist et vous verrez bien ce qui tombe en promo si vous voulez pas dépenser trop d'argent. Dans les autres news rigolotes, on n'en finit pas de faire de l'argent avec Genshin Impact chez nos potes de chez Hoyoverse, puisqu'on nous annonce qu'il va y avoir une adaptation en animé et un jeu de cartes à collectionner. Pourquoi j'en parle? Parce que l'adaptation, alors autant le jeu de cartes, j'en ai vraiment rien à foutre, autant l'adaptation en animé, c'est intéressant puisque c'est Ufotable qui s'en occupe et c'est les gars qui sont un petit peu connus maintenant pour avoir fait entre autres Demon Slayer. Donc je pense que c'est voilà, plutôt un bon signe. Est-ce que ça sera intéressant? Je n'en ai rien, je ne sais pas évidemment. Mais bon, les mecs qui font Demon Slayer, c'est vraiment pas des manches. Donc peut-être qu'ils vont nous faire un truc un peu sexy qu'on regardera, même si on n'en a rien à faire de Genshin Impact. On verra bien le résultat. C'est la fin de la partie gaming. Il y a des choses rigolotes qui ont été oubliées ou pas, je ne sais pas. Dans le chat, si vous avez des choses à rajouter, c'est le moment. Sinon, on va pouvoir passer tranquillement aux applications où il se passe aussi beaucoup de choses, mais où ça devrait aller relativement vite. On commence avec les annonces de Discord qui nous sort une fonction supplémentaire pour justement continuer de grappiller des parts de marché partout sur les internets multimédia, puisqu'en fait ils vont sortir une fonction forum. Et oui, alors c'est pas vrai, c'est une fonction forum slash Reddit, c'est-à-dire qu'on pourra faire ce qu'ils appellent des forum channels où on aura des discussions asymétriques et pas forcément en temps réel comme c'est le cas normalement dans Discord, et qui vont être des fonctionnalités réservées aux serveurs qui sont déjà en ce qu'on appelle community, avec les community features activées, donc généralement c'est des serveurs d'une certaine taille. Bon, je vous rassure, même si on avait accès à ça sur Geekzone, on les utilisera jamais, hein, puisqu'on va pas mettre tous nos œufs pas mal, tous nos œufs dans le même panier. Mais ce qui est intéressant pour les gens qui n'ont jamais eu de site dédié, etc., c'est que vraiment Discord veut se rendre indispensable pour une raison extrêmement simple. C'est qu'ils aimeraient bien qu'on paye pour leur serveur, qu'on paye pour leurs fonctions, ce que je me refuse de faire, et pour un grand moment encore. Mais quand on n'a pas le choix et quand on a une communauté, par exemple pour les gens qui sont que streamers, qui n'ont jamais monté de site web, etc., bah, j'avoue, c'est d'une efficacité redoutable. Il y a plein de jeux, même qui des grandes marques, des gros éditeurs, qui ont viré tous les forums dédiés de leurs jeux pour ne faire tourner que des Discord. Bon voilà, hein, je vous laisse débattre sur les avantages et les inconvénients. J'ai mon idée sur la question. Est-ce que ça sera suffisant? Est-ce que ça sera bien? On verra bien. Mais nous, on va continuer avec notre discours, à ne pas confondre avec Discord justement, ou notre forum qui continue de très bien fonctionner. Est-ce que je viens de boire en plein pendant ma transition alors que ce podcast ne sera pas monté? Absolument. Mais j'avais trop soif. Et si vous voulez un TMI, comme disent les anglo-saxons, Too Much Information, je me suis éclaté la langue cette semaine et faire ce podcast est une véritable torture parce que ça n'a pas fini de cicatriser et c'est très très compliqué de parler. J'avais oublié, mais là, au bout d'une demi-heure de podcast, je sens que ça se réveille, c'est hyper agréable. Bref, ensuite, nous avons des news rachat business avec un truc, on me demande dans le chat comment s'éclate la langue, c'est vrai que c'est une question intéressante, en la confondant avec un morceau de steak, en fait, enfin, tu te mords par hasard, parce que tu es un petit peu limité, mes neurones ne fonctionnent pas tous à la même vitesse, et du coup, je me suis éclaté ça tranquillement, c'était sympa.
Donc je disais l'extension I Don't Care About Cookie, qui est une des extensions pour virer tous les bandeaux de cookies disponibles sur le net, il y en a plusieurs. C'est une des plus connues, vient d'être achetée par Avast. Alors pourquoi j'en parle? Parce que tout bêtement, le mec qui fait ça, il fait un très bon boulot, plein de gens étaient très contents d'utiliser. Avast, plein de gens sont moins contents du travail qu'ils font et de comment ils font, on va dire, de l'argent avec leur business. Du coup, si vous l'avez, c'est pas mal de continuer à bien regarder les updates et comment ça se passe. Peut-être ça vaut le coup d'en changer, de la virer. Pour l'instant, on ne sait pas comment ça va se passer, hein. C'est vraiment le tout début. Mais c'est franchement voilà, des choses à surveiller. C'est pas des bonnes nouvelles, entre guillemets, quoi. Il faut savoir qu'il y a pas mal de choses un peu sympas en termes d'adblock qui font aussi du blocage de bandeaux de cookies. Je pense à AdGuard. AdGuard a un module pour virer les cookies qui marchent pas trop mal. Pas aussi efficace qu'un truc dédié parfois, mais ça fonctionne plutôt bien. Et AdGuard, pour l'instant, c'est vraiment des gens qui font du très bon boulot. Donc comme ça, vous avez l'information. Dans les rachats qui font les grincer des dents, ça tombe bien, parce que sur le chat, on m'en parle, mais ça tombe bien, c'était le truc d'après. Bim, je clique dessus. Eh ben oui, Adobe vient de se payer Figma pour 20 milliards de dollars. Alors là, si vous n'êtes pas du tout dans le monde du design, etc., vous vous demandez bien ce qui vaut 20 milliards de dollars. Écoutez, c'est un outil, ce qu'on appelle un outil de prototypage d'interface. Figma, on l'utilise pour plein de trucs. On l'utilise pour faire des mock-ups de sites web, on l'utilise pour faire des mock-ups d'applications, on l'utilise pour plein de choses. C'est un outil très puissant et collaboratif. Et évidemment, Adobe n'avait pas ça dans son portefeuille. Ils se sont dit, on va pas se faire chier à redévelopper ce truc-là, on va directement le remettre, on va directement les acheter et intégrer ça dans notre collection d'outils. Alors évidemment, tout le monde est en train de crier que ça ne va pas bien se passer, que c'est dramatique, etc. Ils ont évidemment juré leur grand Dieu qu'ils ne toucheraient à rien, ils ne veulent pas casser le jouet. Les cofondateurs de Figma ont dit non, on change pas les prix, on change pas la grille tarifaire, on va pas être intégré dans les trucs Adobe tout pourris. Pour l'instant, tout va bien. Bon, on sait comment ça se passe dans ces cas-là, tout va bien jusqu'à ce que ça aille mal. Jusqu'à ce que ça aille mal. Et globalement, je vous conseille de commencer à regarder les alternatives. Alors, il n'y en a qu'une qui est vraiment un peu connue, qui s'appelle Penpot, penpot.app. Je ne sais pas du tout comment est-ce qu'on porte vis-à-vis de Figma. J'imagine que c'est un peu moins puissant, hein, évidemment. Sinon, il serait plus connu que ça. Mais en tout cas, je vous mettrai les liens dans le billet qui accompagne le podcast si vous voulez aller tester. Comme ça, vous aurez les informations. Et en fonction des usages que vous avez, vous pourrez décider de migrer ou de ne pas migrer. Donc, mais bon, c'est toujours le genre de rachat qui font un petit peu grincer des dents, quoi. On enchaîne après un petit coup de flotte avec la culture et vous allez voir, je vais radoter. J'avais envie de radoter cette semaine. Alors on radote sur quoi? On radote sur notre ami Cyberpunk 2077 Edge Runners, car on a fait les annonces et puis après on a fait les annonces du teaser, blablabla, on a suivi toute l'évolution du truc. C'est sorti cette semaine, j'ai enfin pu tout regarder, donc je me suis enfilé tous les épisodes et je viens d'inventer une nouvelle rubrique dans Torréfaction qui s'appelle « Et donc ?» On lui trouvera un vrai nom. Hein. Mais voilà, pour les choses qu'on a eu le temps finalement de regarder, je vois plein de commentaires dithyrambiques sur Internet à base de c'est aussi extraordinaire que Arcane, machin, etc. C'est vachement bien, mais calmez-vous, quoi. C'est une excellente série. L'ADA est incroyable. C'est musicalement, au niveau des interfaces, des références sur le jeu, c'est vraiment hyper bien fait. Je suis extrêmement agréablement surpris, donc ne le ratez pas. Maintenant, je ne vais pas vous spoiler, mais au niveau scénario, j'ai trouvé qu'ils avaient un peu de mal à garder le souffle épique jusqu'à la fin, en tout cas d'une manière un petit peu... comment vous racontez ça sans vous spoiler? D'une manière un petit peu productive. Voilà, je suis pas hyper convaincu par la dernière partie de la série, et en termes de budget, on se rend bien compte que les mecs ont dû faire des économies. Il y a des séquences de dialogue qui sont faites à base de travelling sur plan fixe de 5 à 6 secondes, ce qui n'existe absolument pas dans Arcane. Hein. On n'est pas du tout sur les mêmes budgets. Est-ce que c'est grave? Non,
c'est un trick hyper classique dans le monde de l'anime japonais. C'est pour économiser du budget à un endroit où c'est pas ultra rentable et garder cette thune pour faire des scènes d'action qui pètent. Voilà, donc le contrat est rempli. Maintenant, c'est pas non plus. Il y a des séries full japonaises qui sont bien plus intéressantes d'un point de vue technique, par exemple, ou d'un point de vue scénar. En revanche, pour les fans de Cyberpunk et de SF, c'est une excellente nouvelle. C'est pas un truc bâclé que Netflix nous a sorti. Donc c'est une très bonne nouvelle. Donc, je suis très content. Maintenant, c'est pas non plus. Voilà. Je vous dis, hein, j'ai vu des gens s'emballer un petit peu à chaud. Je pense qu'il faut temporiser quand même. Ça vous évitera d'être un petit peu déçu quand vous allez la regarder. Moi, je trouve que c'est quand même, par contre, quand on aime le jeu, vous allez vous régaler parce que vous allez reconnaître des environnements, vous allez reconnaître la chambre du héros, vous allez reconnaître plein de trucs. Ils se sont vraiment fait plaisir par rapport au jeu et ça, c'est cool. J'en profite pour remercier tous les gens qui follow, qui balancent des subscriptions sur la chaîne pendant que je fais le podcast. C'est très gentil à vous, merci beaucoup. Et on va enchaîner avec un peu de tech, car le temps passe, mine de rien, et encore beaucoup de choses à voir. Il y a une petite news façon science-fiction comme je les aime. Seagate qui vient d'investir dans un stock, donc qui investit comme plein de gens dans le monde du stockage, dans les compagnies qui font de la recherche fondamentale sur le stockage sous forme d'ADN. Et oui, les mecs essayent de stocker l'information avec ce qu'on a appris sur le décodage de l'ADN humain, de l'ADN, enfin des humains, des êtres vivants en général. Et il y a plein de choses hyper intéressantes dans le papier d'Ars Technica que je vous link dans le billet qui accompagne le podcast. Et je vais absolument pas en parler, à part vous rassurer, entre guillemets. Non, le SSD que vous venez d'acheter n'est pas périmé, hein. C'est pas pour demain du tout. Mais c'est toujours marrant de se dire que quand on voit, quand on extrapole un petit peu les recherches et les enjeux qu'il y a autour de ça, ben on se dit ouais que nos SSD de plusieurs Tera, un jour ça sera des pièces de musée vraiment rigolotes, un petit peu comme quand on regarde les bécanes d'il y a 20 ans et on se dit putain 128 mégas de RAM c'était quand même un truc de taré quoi. Donc ça va être assez intéressant. Moi je suis mort de rire. Donc pour l'instant évidemment il y a des défis techniques mais hallucinants, hein, vous imaginez pas. Parce que les mecs voient vraiment la lumière au bout du tunnel en se disant on va pouvoir stocker des masses d'informations pour hyper longtemps, ça va être génial et tout. Pour l'instant ça coûte un pognon dingue, c'est ultra lent, il n'y a rien qui va. Mais toutes les technos qu'on utilise aujourd'hui ont commencé comme ça. Donc voilà, faut laisser le temps au temps, mais c'est intéressant de voir ce genre de recherche évoluer. Donc ça vous fera un petit peu de lecture. Vous allez bosser votre anglais. Dans les news plus rigolotes, on a ma news préférée de la semaine, avec un mec de chez Meta qui a oublié un Meta Quest Pro dans un hôtel, ce qui fait qu'il y avait un mec qui nettoyait l'hôtel qui a été prévenu qu'il y avait un sac dans le couloir et que c'était vraiment dégueulasse leur hôtel. Le gars est passé le chercher, manque de bol. Le gars qui a été récupéré le sac en question, qui bosse pour l'hôtel, est un fan de VR. Donc en fait, il a tout de suite reconnu ce que c'était. Il a fait un unboxing et puis du coup, il a pu le présenter. C'est dispo sur YouTube et tout. Et le mec, il est pas du tout dans l'illégalité puisque derrière, le gars qui l'a oublié a fait genre oh putain. Je pourrais récupérer mon casque et tout. Il l'a donc récupéré, tout s'est bien passé. Apparemment, il n'a même pas dit merci. Bon, ben voilà, je veux dire la politesse. Hein. Et en attendant, la vidéo est dispo. Donc, gros fail de la part de cette personne. Je pense qu'il y a des gens en marketing chez Meta qui ne doivent pas être super contents. Mais ça m'a beaucoup fait rire. Et évidemment, on n'a pas énormément d'informations puisque le mec n'a pas été démonté le bordel pour voir un peu comment ça marchait, etc. Mais comme il n'avait même pas été annoncé, forcément, ça met un petit pavé dans la mare. Ça m'a trop fait rire quand je suis tombé sur cette news. Dans le follow-up du torréfaction de la semaine dernière, il était important de parler des news et des reviews, suivant les annonces des iPhone 14, 14 Pro et compagnie. Il y a tous les tests qui sont sortis partout.
Donc je vous ai pas linké la totalité parce que au secours. Je vous ai linké une news de Mac Stories qui essaye de faire justement le tri dans les différentes vidéos et reviews qui sont sorties. Donc eux, ils ont fait plein de coupés-collés de plein de vidéos YouTube, etc. Donc je vous ai mis ça. Ça vous occupera un moment si vous êtes en train d'hésiter. Et la seule review écrite que j'ai linkée, c'est celle de TechCrunch, qui fait 4 km et demi, où il y a plein d'infos intéressantes et où effectivement on voit un peu les différentes évolutions, on a des scores sur les CPU, etc. Donc un petit peu de concret. Si je dois résumer tout ça, comme prévu la semaine dernière, l'iPhone 14 est appelé iPhone 13S par la presse américaine actuellement. Et l'iPhone 14 Pro, en revanche, tous les tests sur la partie photo en particulier sont dithyrambiques. Les gens sont extrêmement impressionnés par la qualité du capteur photo de 48 millions de pixels, le nouveau. Donc c'est une très très bonne nouvelle. Le téléphone tient ses promesses. Je vois sur le chat une info que j'ai ratée tout à l'heure, je voulais la passer rapidement. On a eu aussi des nouvelles du PlayStation VR 2, le prochain casque de réalité virtuelle de nos amis de chez Sony. Et il y a une nouvelle qui va faire grincer des dents, c'est qu'en fait les jeux du PlayStation VR 1 ne sont pas compatibles avec. Donc voilà, une bonne nouvelle pour les gens qui avaient investi dans la techno. Ça fait toujours plaisir, car il y a eu pas mal de news autour du casque, mais on va attendre la dispo, on va attendre les prix. J'en ai ras-le-bol de couvrir ce casque morceau par morceau. On va attendre que Sony se décide à le sortir, parce que là, c'est vraiment super pénible d'en parler morcelairement. C'est un petit peu chiant, donc on verra bien ce que ça donne. Mais c'est la news la plus crispante pour l'instant pour les gens qui ont investi dans le truc, c'est de se dire que ce n'est pas compatible avec ce qu'ils avaient déjà. S'ils voulaient le revendre pour garder qu'un seul casque, par exemple, ça ne marchera pas. Dommage. Et la dernière news de la semaine, c'était le coup de gueule dont je devais vous parler la semaine dernière, mais en fait, à froid, ça me motivait vachement moins. Et puis, comme vous l'avez compris, si vous n'avez pas vu passer mon tweet aujourd'hui, j'ai à peu près l'énergie d'un mollusque échoué sur la plage, donc je ne vais même pas m'énerver. Je vais juste vous linker dans le billet qui accompagne le podcast un papier qui parle de l'état en fait du marché de l'email actuellement. Et qui explique qu'il y a plein de problématiques autour de la gestion de l'email. On parle beaucoup au niveau de l'Europe, etc., de forcer Apple à ouvrir ses applications, Apple, à WhatsApp et compagnie, de forcer tous les leaders des outils de chat en temps réel à collaborer ensemble, ce qui n'arrivera à mon avis jamais, puisqu'en plus il y a des problèmes techniques énormes derrière et des milliards à la clé. Mais en attendant, l'email qui est censé être le truc youpi tralala qui fonctionne chez tout le monde, tu peux faire ton propre serveur, c'est une technologie ouverte, internet c'est trop bien, vas-y on est des hippies. En fait c'est plus du tout comme ça que ça fonctionne. C'est vraiment même la grosse merdasse et du coup il y a un vrai problème autour de l'email actuellement, avec une mainmise des gros acteurs du marché qui devient extrêmement pénible. Microsoft et Google pour pas les nommer en première ligne. Donc c'est un vrai souci. Le souci en deux mots, c'est qu'en gros, quand vous avez des serveurs hébergés chez vous, à titre perso, ou dans des toutes petites sociétés, vous pouvez vous retrouver blacklisté pour des problématiques qui sont expliquées dans le billet que j'ai linké. Et du coup, vos mails n'arrivent plus à destination et c'est quasiment impossible en fait de se faire déloquer de ce merdier. Et c'est vraiment, vraiment super pénible. Alors, est-ce que c'est que la faute de Google et compagnie? Non, c'est en partie leur faute, évidemment, et puis ils font rien pour améliorer la situation, mais c'est aussi grandement la faute des spammers et la façon dont on bloque en fait le spam. Donc il y a plusieurs éléments en fait qui rentrent en ligne de compte et globalement tout le monde se rejette la faute en se disant oui mais non c'est pas de notre faute, moi j'ai bloqué ce groupe d'IP parce qu'il y a des gens qui font n'importe quoi dessus, blablabla. Oui, mais non, c'est pas aussi simple, c'est pas comme ça que ça marche. Et puis surtout, il n'y a pas vraiment de mécanisme pour pouvoir essayer de plaider sa cause. Donc c'est hyper chiant. Donc du coup, oui, est-ce que l'email, il faut passer à autre chose?
on peut en parler, mais on a des nouveaux standards, il y a plein de choses qui sont disponibles sur le marché, enfin plein de choses, il y a des évolutions intéressantes, dont une qui s'appelle le Gmap, qui est portée par Fastmail, qui fonctionne très bien et qui peut vraiment donner un souffle en termes d'utilisation à l'email moderne, mais globalement, il y a des problématiques au niveau des transferts et de la gestion des serveurs qui sont loin d'être résolues, et ça serait pas mal de jeter un œil là-dessus. Voilà, donc ça vous fera un peu de lecture, et puis alors, si vous avez des infos, je voulais pas le transformer en coup de gueule, parce qu'en plus, vraiment, il y a beaucoup d'informations à éplucher dans le billet qui a été écrit par la personne qui a soulevé le problème dernièrement, qui s'appelle Carlos Fenolosa. Ça sera pas mal de se poser sur le forum et d'échanger des points de vue. Si vous avez des liens techniques, des choses, des personnes qui ont vraiment trituré le problème, à mon avis, ça sera assez intéressant d'en parler à ce moment-là. Plutôt qu'à chaud, je vais pas pousser un coup de gueule gratuit, quoi. Mais bon, l'email reste un truc hyper important dans la vie de tous les jours, dans tous les business. Donc on peut pas faire non plus n'importe quoi avec, ça serait... c'est juste pas possible, en fait, tout bêtement. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de la conduite. S'il y a des choses qui vous ont choqué cette semaine et que vous êtes sur le chat maintenant, là, tout de suite, en temps réel, et que vous avez envie d'en parler, ou vous me dites, bah dis, t'as oublié ce truc-là, et c'est quand même super important, c'est le moment. Profitons du fait que le podcast est enregistré en direct. Et puis, je vais derrière pouvoir boucler, sinon, et terminer ce 228e, mon Dieu, déjà, torréfaction en live. Et après, on pourra débattre, discuter de manière live. Donc je rappelle que la semaine prochaine, on sera encore en live, je pense. On verra comment ça se goupille. Je vais avoir une semaine un peu compliquée, donc je ne sais pas, je garantis pas à 1000% qu'on fera torréfaction en live la semaine prochaine. Et donc un jour, peut-être aussi, on reprendra peut-être le rythme normal, on verra comment se porte Fastkill avec son bras. Mais de toute façon, suivez les réseaux sociaux, on verra bien comment ça se goupille. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée si vous nous quittez, une excellente journée, nuit, whatever, si vous êtes en train d'écouter le podcast en différé. Et puis, je vous dis à bientôt pour l'épisode 229. Nous, on va rester en direct sur le live pour discuter de 2-3 trucs en plus. Et pour le reste, je vous dis à la semaine prochaine.